Bonjour Sixtine. Salut Nelly, comment ça va? Mais très bien et toi? Bah super. Est-ce que je peux prendre ton ticket? Oui. C'est prête? Allez. Allez, je t'invite à rejoindre le wagon du roller coaster. Suivez-nous dès maintenant sur tous les réseaux sociaux et la chaîne YouTube Roller Coaster Show. Et très prochainement, vous allez découvrir l'histoire incroyable de Sixtine Moulet-Berthaud, cofondatrice du Crayon, qui m'a dit un petit secret au sujet de Xavier Niel. Et il m'a répondu qu'il voulait investir 200 000. Allez, suivez-nous. C'est hyper drôle en fait. Je suis ravie, j'espère que ça va pas être trop tourmenté. Est-ce que d'ailleurs tu es déjà monté dans un roller coaster? Non, j'ai un peu trop peur pour ça moi. Jamais? Ouais, j'en ai fait des petits, mais pas des vrais gros trucs flippants quoi. Genre moins de 16 ans, c'est pour moi. Bon, je suis ravie de t'accueillir dans cette émission. Bah moi aussi. Et on va commencer, on te met dans le wagon. Est-ce que tu peux nous expliquer qui tu es? Alors, donc, je m'appelle Sixtine, j'ai 22 ans, je suis la cofondatrice du Crayon Group, donc, qui est composé du média Le Crayon, qui est aujourd'hui le premier média de débat digital, du média Les Pépites de France, qui est un média leader sur le domaine du tourisme et du patrimoine en France, et de 2 agences, donc Le Pinceau, qui est notre agence d'influence et d'intelligence économique pour les grosses boîtes, et Le Souligneur, qui est notre agence de personal branding et de relations presse pour les entrepreneurs ou les chefs d'entreprise. Rien que ça. Rien que ça. Bon, alors, j'ai reçu ton dessin. Oui, je suis pas une grande artiste, je préfère le préciser quand même. Alors, c'est un dessin en croissance permanente. Ouais, permanente. Donc, on va en parler. C'est une réussite. Le Crayon, on entend pas mal parler. Est-ce que tu peux, du coup, nous définir le janvier 2019? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? On se lance sur YouTube. On lance officiellement le Crayon Média sur YouTube. Donc, vous êtes c'est qui? C'est donc mon frère Valran et mes 2 autres associés, Jules et Antonin. Et on s'est décidé de se mettre sur YouTube et de commencer à faire des débats sur YouTube où on recevait tous les bords politiques à destination des, on va dire, 18-34 ans. Et donc c'était là le vrai début, puis les réseaux sociaux, on a commencé à faire ça. Et très vite, en fait, qui toujours, tu vois, là j'ai mis en avril, mais en fait on l'avait tourné juste avant le Covid, mais on l'avait sorti en avril. Notre premier gros débat qui a explosé, nous a fait vraiment nous lancer, qui était un débat sur le féminisme avec Julien Rochdy, un masculiniste, et My Better Self, une féministe. Et c'est ça qui a vraiment fait qu'on s'est en fait lancé vraiment sur YouTube. Donc cette appétence à la politique au départ, elle est de vous 4? Comment ça s'est, qui est arrivé avec le concept? Alors non, moi j'ai l'idée quand j'étais en fin terminale. J'étais au lycée français de Lausanne en Suisse. Et donc c'est vrai que les seules personnes avec lesquelles là-bas je pouvais parler de politique, parce que tu te doutes que déjà quand tu es en France, les jeunes ne s'y intéressent pas. Alors en plus dans un lycée étranger, même si c'est une partie française, encore moins de chances que ça s'intéresse. Et donc, les seules personnes avec lesquelles j'en parlais, c'était mes profs. D'accord. Et il me fallait évidemment mes frères et mes parents. Mais donc, moi, j'ai toujours dû m'adapter à leur sujet de conversation. Et je trouvais ça décevant et dommage que notre génération, qu'il y ait autant une fracture entre les médias, la politique et notre génération. Ouais. Et donc, c'est pour ça qu'on a voulu réconcilier notre génération avec les médias et avec la politique. Et c'est comme ça que le Crayon est arrivé. Et en fait, j'en ai parlé avec Valran. Et puis, on a jumelé un peu 2 idées de faire un média qui recevait tous les bords politiques, neutre et de débat. Et Julie et Antonin sont arrivés, c'est comme ça que le projet s'est vraiment lancé. Donc c'était des amis ou C'était des amis d'amis. D'accord. Donc, Et on vous a retrouvés tous les 4 et vous a dit allez on y va. Ouais. Au début, chacun faisait des petits trucs un peu de son coin. On pensait vraiment que c'était un projet étudiant. Et en fait, c'est parti beaucoup plus vite que ce qu'on pensait. Donc vous avez commencé avec une vidéo sur YouTube? Ouais, plus de faire quelques petites vidéos sur YouTube. Et dont un débat qui nous a bien lancé. Et ces gens-là, comment ils vous ont fait confiance? Le début, on les avait eu notre premier invité, c'était François-Xavier Bellamy ou Jordan Bardella, je ne sais plus exactement. Et en fait, c'est vraiment le culot. Et comme à l'époque, c'était le début des politiques qui se mettaient sur les réseaux sociaux, sur le digital, en fait, je pense qu'ils disaient un peu oui facilement à tout, contrairement à aujourd'hui. Et donc, ça faisait qu'on les avait eu très facilement, alors qu'en fait, on n'avait quasiment pas d'abonnés. Et après, comment ça se passait très bien avec tous les invités qu'on a reçus, qu'importe le bord politique, je pense qu'eux aussi nous recommandaient facilement, ou si on leur demandait leurs avis parce qu'ils avaient déjà été dessus par des gens qui les connaissaient, qui disaient oui, c'était bien, donc vas-y, t'as aucun stress. Peut-être ça a fait que c'était plus facile après de recevoir d'autres invités. Ouais. Et qu'est-ce qui vous distinguait par rapport aux autres médias? Nous, on fait un média de débat de fond sur de l'actualité qui est froide, c'est-à-dire que on n'est pas là pour faire du buzz et on n'est pas là pour traiter de l'actualité qui vient de se passer. C'est-à-dire que nos émissions, tu les regardes maintenant, dans 6 mois ou dans 2 ans, c'est toujours intéressant de les regarder. Et sur des sujets de fond. Et nos émissions, elles durent entre 30 minutes et 1 heure, où vraiment les experts qu'on reçoit, les leaders d'opinion qu'on reçoit, peuvent vraiment aller en profondeur des sujets. Et donc, c'est-à-dire pour que quelqu'un qui ne connaît pas le sujet, qui regarde l'émission, peut vraiment se faire son propre avis et beaucoup mieux comprendre. Et en fait, on a réalisé que sur YouTube, c'est possible de faire beaucoup de vues sur des vidéos qui sont longues,
et qualitative en termes de fond. Faut pas te faire des vues sur du contenu intelligent. Je peux le Alors, je vais poser une question simple, mais vous étiez jeune, vous êtes toujours très jeune. Est-ce que c'était un sujet par rapport à justement à accueillir des hommes politiques Comment vous avez été reçus justement C'était pas un problème. C'est-à-dire qu'on soit jeune ou pas, tant que tu es très respectueux et que tu as un peu de culot, ça se passe très bien. Et eux, au contraire, comme ils associent les réseaux sociaux à quelque chose qu'ils ne comprennent pas, qui n'est pas de leur génération, ils trouvent ça même encore plus sympa quand c'est fait par des jeunes qui, eux, ils ont l'impression que du coup, on comprend tout. Nous, c'est le cas, mais la majorité des jeunes ne comprennent pas forcément très bien les réseaux sociaux ou les médias digitaux. Mais eux ont l'impression que si, parce qu'ils se disent qu'ils sont nés avec, donc c'est logique. Et donc, d'un coup, même eux, tu as l'impression que c'est des extraterrestres. Et quand je dis eux, c'est vraiment même nos parents, tu vois, qui n'ont pas grandi comme ça. Et c'est marrant la manière dont, tu vois, qu'ils perçoivent le truc. J'ai l'impression que c'est un peu des ovnis. De moins en moins, maintenant, c'est tellement présent depuis maintenant, 2-3 ans que c'est bon, la majorité, enfin, beaucoup ont commencé à comprendre ça. Mais au début, c'était comme si, tu leur parlais de TikTok, d'Instagram, et ils te regardaient avec des yeux, mais de quoi tu me parles, quoi. Et donc finalement, tu as commencé le crayon, c'est ta première expérience professionnelle? Oui. Non, j'avais déjà fait un stage avant dans l'immobilier, tu vois, mais ça n'a rien à voir. Ok. Bah oui, parce que du coup, j'avais 18 ans quand j'ai lancé le crayon. Ouais. 18-19 ans, donc... Première boîte, quoi. Première boîte. Première boîte. Moi, à la base, je viens d'une famille qui était très études, pas du tout entrepreneuriat. Donc forcément, avec Valran, on était plus les petits outsiders de la famille qui se lancent dans un truc qui n'est pas commun chez nous. Et donc forcément, je n'avais pas monté d'autres boîtes avant. Enfin, je n'étais même pas inculquée à l'entrepreneuriat. Je ne sais pas du tout que je ferais ça de ma vie, non. D'accord. C'est sûr que non. Et tu avais déjà une autre vision de ce que tu allais faire ou c'est venu par hasard et tu te dis, bon, bah finalement... Moi, là-bas, je pensais que je ferais du journalisme ou de la psycho. D'accord. Je pensais pas du tout que je serais entrepreneuse. À l'époque, c'était même pas un métier qui existait dans ma tête, même dans les choix de ce qu'on t'inculque à l'école. Ouais. Donc non, c'est vraiment arrivé. De toute façon, moi, je pars du principe que généralement, c'est rare les gens qui disent je vais devenir entrepreneur, je vais monter ma boîte. Ouais. Généralement, c'est un truc qui te vient un peu naturellement, sauf quand vraiment tu as baigné dans ce bain d'entrepreneuriat par tes parents ou par des proches toute ta vie, qui fait que là, tu peux voir ça comme un choix de carrière, comme du salariat, tu vois, ou de la freelance ou ce que tu veux. Mais à la base, c'est rare d'entendre quelqu'un dire tiens, je vais lancer l'entrepreneuriat et comme par hasard, la personne monte un super projet après. Généralement, ça arrive plus naturellement, tu sens pas le truc arriver, c'est pas vraiment calculé en fait. Ouais, c'est vrai. Et donc là, une petite pente, donc il y a eu un petit creux, non? Petit creux au début, pendant longtemps, on montait des vidéos jusqu'à 3h du matin qui faisaient genre 100 vues. Enfin, on s'arrachait les cheveux à tout tester, à publier. À un moment, on a même publié une vidéo par jour sur YouTube à un moment. Ah oui. Franchement, on a tellement testé de choses. En fait, c'est des choses que les gens ne voient pas. Mais pourquoi on s'y connaît aussi bien sur les réseaux sociaux et sur YouTube? C'est tout simplement parce qu'on a testé la plateforme, mais en long, en large et en travers pendant tellement longtemps. On a testé de publier tous les jours des vidéos longues, en même temps des vidéos courtes, 3 fois par semaine, 2 fois par semaine. Enfin, on a tout testé. Et c'est vous qui créez le contenu ou à chaque fois vous deviez inviter, enfin c'était tout le temps tous les jours? Quand tu dois créer une vidéo tous les jours, ça veut dire que tu as invité quelqu'un tous les jours ou vous faisiez aussi des vidéos tout seul? Dans mes souvenirs, on a invité beaucoup de gens. Et puis ça nous arrivait peut-être de faire... Je crois même pas qu'on avait des vidéos de nous. Enfin si, en fait à l'époque, Jules avait on avait chacun un format différent et Jules avait un format où il expliquait les bases d'un sujet de société. Okay. Et donc ça durait entre 5 et 10 minutes et donc c'était une vidéo de nous, on n'avait pas besoin d'invités, mais le reste c'était vraiment avec des invités. Donc on avait un flux de tournage qui était hallucinant et de production. Sauf qu'à l'époque, on n'avait pas la team qu'on a aujourd'hui. Donc, en fait, on se retrouvait à monter nous-mêmes les vidéos. Et quand on te dit que moi, monter une vidéo, c'est juste un truc que je ne sais pas faire. Je n'ai pas la patience pour. Et comme je suis assez précise et maniaque, j'avais besoin que chaque détail soit bon. Donc, c'était pas possible. C'est un truc qui me rendait dingue. Et c'est vraiment, tu travailles comme des fous pour pas beaucoup de résultats. Et jusqu'au moment où on a eu le premier débat qui a pété, ce qui nous a bien fait monter. Ouais. Et alors, du coup, pourquoi le crayon? Alors, c'est marrant, on a reçu, c'est marrant que tu me poses la question parce qu'on a reçu hier Benjamin Castaldi. D'accord. Qui m'a posé exactement la même question. Ah oui. Et en fait, je savais pas du tout comment lui répondre. Et en fait, on a chacun notre définition avec les garçons. D'accord. Du crayon. Pourquoi le nom le crayon? On se rappelle. En fait, honnêtement, on se rappelle même plus à quel moment nous est venue l'idée, qui a eu l'idée, pourquoi c'est venu. Franchement, on s'en rappelle pas du tout. Moi, je te dirais que c'est parce qu'à la base, les médias, c'était quelque chose d'écrit. La presse, c'était à écrite. Ouais, bien sûr. C'est un peu se rappeler d'où on vient. Et ce côté de, même si on a un média digital et que c'est comme ça que ça va se transformer même dans les années à venir et dans le futur, il n'y aura même plus de papier, que c'est important de se rappeler
ce côté crayon. Antonin, il pourrait te dire que avec un crayon, tu peux écrire, effacer et réécrire derrière. Plein de définitions différentes qui restent un peu philo. Je sais pas, on aimait bien, c'était ouais. Oui, maintenant, en plus, il y a la déclinaison. Ouais. Oui, vraiment. C'était pas prévu. Donc là, on monte, on continue de monter. Ouais. Quelles sont les prochaines étapes? Après, on continue à publier beaucoup de contenu, à avoir des premiers petits stagiaires, des salaires de 2 mois, que tu peux tout à l'heure en avoir, je crois, 2-3 gratuitement, enfin des trucs comme ça. Donc vous commencez en bootstrapping. Complètement en bootstrap, à faire, à continuer tester des nouveaux trucs, différents formats, enfin, on continue à fond sur YouTube. Et après, j'ai mis la création de l'entreprise qui était le 12 juillet. Je me rappelle que c'était le jour de mon anniversaire qu'on avait reçu les papiers et tout, et on a créé notre SAS, notre société. Et jusqu'à présent, vous gagnez de l'argent ou Non, à ce moment-là, on ne gagnait pas d'argent encore dans mes souvenirs, ou très peu. Genre, on avait gagné, je sais pas, même pas 15 000 euros, tu vois. 2 gens qui nous demandaient si on savait faire de la pub, parce que du coup, comme on avait un peu de matériel déjà, et qu'on faisait des vidéos sur le crayon, qu'on apprenait tout le temps, on disait oui, on savait faire, en fait, pas du tout. Et finalement, les résultats étaient vraiment pas mal. On se retrouvait à gagner un peu d'argent comme ça en pub, mais c'était un enfer. La production, c'est un enfer. Et donc, c'était comme ça qu'on arrivait à gagner un peu d'argent, mais on réinvestissait un peu dans le matériel. On avait très peu d'argent, vraiment quasiment rien. On crée l'entreprise. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, après, on a commencé un peu, cette année-là, je crois que c'était en 2020, du coup, si je dis pas de conneries. Ouais, 2020, ouais. Je sais plus ce que j'ai écrit, je vois. Là, je vois. Alors, 2020, le crayon, création de l'entreprise. Ouais. Après, on a commencé entre juillet 2020 et fin 2021 à faire un peu des OP au pif pas au pif, mais beaucoup de trucs un peu liés soit à l'influence, soit de la production audiovisuelle, un peu de strat. Enfin, on n'avait pas de modèle prédéfini économique, mais on faisait tout ce qu'on pouvait faire, qu'on nous proposait. Bien sûr. Et qu'on savait faire, en fait, qu'on avait appris sur le tas. Et après, c'est à partir de... Oui, j'avais mis mars, mais c'est un peu février 2022 que les entreprises sont arrivées. Les deux autres entités, des 2 agences, donc le Souvenir et le Pinceau. À l'époque, on leur avait pas donné de nom et on les différenciait pas vraiment, mais on avait commencé le côté développement du personal branding des entrepreneurs sur les réseaux sociaux, parce qu'en fait, comme on s'était nous-mêmes développés sur les réseaux sociaux à ce moment-là, à peu près en même temps, on savait le faire pour nous, donc on s'est dit qu'on allait le faire pour les autres. L'ARP, parce que l'ARP, on avait aidé des amis qui avaient organisé une grosse soirée TikTok et aussi l'application Elise. Je sais pas si tu vois ce que c'est, Valorant était associé au projet en notre nom, qui était une application qui était le Tinder de la présidentielle. D'accord. Tu swipais à droite ou à gauche avec les différentes propositions des candidats. D'accord. Ça a fait 3 millions de téléchargements en 3 mois. Ça a été un énorme banger, ce truc. On avait s'est occupé de la presse du coup de ce truc, vu qu'on Valorant était associé au projet, donc c'était parfait. Et ça avait fait même la presse aux États-Unis, tous les pays. Enfin, c'est un truc, c'est un succès de dingue, beaucoup plus rapide qu'on ce qu'on pensait, et même tout court. Et après le projet, on s'est tous un peu éloignés du truc, on a un peu arrêté parce que chacun avait d'autres préoccupations, mais ce qui a fait qu'on a réalisé qu'on avait quand même une vraie compétence dans la RP aussi. Donc en fait, à chaque fois, tous les services d'entreprise sont arrivés par des coïncidences, des services rendus à des amis, des trucs qu'on a dit oui alors qu'on n'était pas sûr de savoir le faire, en fait on le faisait bien. Rien, en fait, dans l'histoire du crayon, rien n'a jamais été calculé à l'avance. Et il n'y a jamais eu de business plan, il n'y a jamais eu de prévision, il n'y a jamais eu de projection vraiment crédible. Tout était en roue libre sur... Tout est en roue libre, tout s'est fait naturellement. Tout ce qui est une chose, c'est sûr, c'est qu'on a plus travaillé que la majorité des gens. On a testé tellement de choses et qu'on connaît par cœur aujourd'hui cet écosystème et cette économie de l'influence que ça paraît évident maintenant. Mais à l'époque, c'était juste 4 jeunes qui ont appris, qui ont travaillé énormément et qui ont trouvé rapidement les petits trucs, quoi. Et finalement, vous êtes 4 entités, presque, Un peu, ouais. avec chacune votre niveau d'influence. Ouais. Et ça s'est fait naturellement dès le départ, de savoir que chacun de vous ayez une spécificité comme ça, parce que vous avez chacun, d'ailleurs tu pourras nous partager justement qui fait quoi, parce que vous êtes chacun influenceur finalement. Ouais. Ça c'est quand même incroyable. En fait, parce qu'on a eu Jules est sorti pendant 4 ans et demi avec l'influenceuse My Better Self, donc une féministe, qui elle avait pas mal d'abonnés, donc en fait ça a vachement poussé Jules à réaliser l'importance de se développer sur les réseaux sociaux et ce que ça rapportait, parce qu'en fait, il le voyait avec sa propre copine au quotidien. Et en fait, à un moment, on s'est fait la réflexion qu'il fallait qu'on se lance sur les réseaux sociaux. Les garçons ont testé avant moi. Moi, au début, j'avais un peu ce truc de physiquement, je vais être mal à l'aise, qu'est-ce que je vais raconter, un peu ce truc que beaucoup de femmes ont d'ailleurs.
Et à un moment, donc les garçons, ils ont commencé en janvier. Moi, je me suis mise en mai. Janvier de cette année? Non, janvier d'il y a 1 an et demi, Oui. donc janvier 2022. Et moi, j'ai commencé en mai 2022. Parce que j'ai vu à un moment Jules qui a commencé à vite prendre sur Instagram. Et là, ça m'a donné envie, ça m'a conforté dans l'idée qu'il fallait le faire. Et pourquoi chacun, sur des domaines différents, en fait, on a pris des niches sur lesquelles on était suffisamment à l'aise pour ne pas avoir à perdre trop de temps au début pour se lancer, à faire trop de recherche de contenu. Et des trucs qui nous ressemblent profondément et sur des sujets vraiment qui nous passionnent. Ouais. Et donc, moi, c'était vraiment l'intelligence sociale. Et au début, j'avais fait un peu de séduction parce que la séduction, ça marche très bien sur les réseaux. Et c'était très facile pour moi. Je faisais la vidéo en 5-10 minutes sur des vrais trucs, mais 1 minute, 1 minute 30 de vidéo, t'as pas besoin de rentrer en profondeur d'un sujet. Ça marchait très bien, donc je faisais exprès un peu de séduction pour que ça marche. Mais surtout, c'était très intelligence sociale que je voulais faire, un peu de développement personnel, psychologie. Jules, c'était sur la culture, un peu. Aujourd'hui, il est devenu un peu genre monsieur culture en France. Il y a personne qui fait un peu ce qu'il fait. De mettre en avant les livres sur les réseaux sociaux. C'est vrai. C'est très fort. C'est très très fort. Très très fort. Et là, il le fait un peu avec la déclinaison des films, pièces de théâtre ou monuments aussi. Valran, forcément, ça allait être le business et l'entrepreneuriat. Forcément. Et Antonin, c'était la culture, mais culture dans le sens artistique du terme, c'est-à-dire musique, cinéma, etc. Et c'est comme ça qu'on s'est chacun évolué. Après, c'est vrai que Jules et moi, on a pris beaucoup plus que les deux autres parce que nos niches sont beaucoup plus larges, beaucoup plus mass market. Et Valran, de toute façon, il n'aurait jamais cherché à avoir beaucoup d'abonnés, c'était pas son truc. Il a beaucoup plus un personal branding. Je peux te comparer ça à la Théo Lyon, par exemple, tu vois, il pourrait pas avoir autant d'abonnés que Jules et moi parce que c'est trop niche, trop compliqué, c'est trop expert. Ouais. Et après, on a très vite pris. Moi, je me suis lancée sur LinkedIn après. Donc, en fait, tout était logique aussi avec les services qu'on proposait de développement de réseaux sociaux parce qu'en fait, on les avait testés sur nous, quoi. Ouais. En fait, vous êtes finalement les meilleurs bêta-testeurs de votre bien sûr. société. Et c'est pour ça aujourd'hui, on fait plus aucune prospection d'ailleurs depuis longtemps et que ce soit du bouche-oreille, soit des clients beaucoup d'inbound parce que en fait, on est nous-mêmes la preuve. Moi, j'appelle ça en anglais la proof of concept. On est nous-mêmes la proof of concept de nos propres produits, en fait. Et est-ce que, donc là, c'est une croissance qui continue complètement. Là, on continue la montée. Donc là, il y a la création donc, de nouvelles entités. Donc, tu en parlais tout à l'heure, le perso sur les liens. En même temps que le personal branding, on va dire. Voilà, tout est arrivé en même temps. Ouais. De par les spécificités de chacun, finalement. Un peu, puis par le naturel des choses, fallait qu'on ait un vrai système économique pour pouvoir vraiment embaucher les premiers employés, gagner de l'argent, prendre des locaux, etc. Donc, en fait, c'était la suite logique de... Et puis, on avait des bons résultats sur les premiers trucs qu'on avait testés, donc c'était logique qu'on fasse ça comme ça. Donc, dans un roller coaster, les moments les plus difficiles pour vous, ça a été le travail acharné depuis. Ouais. Voilà, c'est ça. Ça a été les débuts de s'adapter au caractère des uns et des autres, de jongler en fait entre les études et le début d'un projet, de travailler comme des malades, de pas être sûr que ça marche, de même parfois croire que ça va pas marcher. Tu les as eu ces moments? Oui, bien sûr qu'on les a eu. Mon cerveau les efface un peu, si je peux être très honnête, parce que c'est le cerveau, il t'efface les mauvais moments. Il y en a eu, bien sûr. On n'a jamais eu un moment où on s'est dit, OK, on va tout arrêter et ça va se foirer. Honnêtement, on l'a pas eu. On a eu des moments où on a eu peur, il y a des problèmes de trésor, il te reste 1 ou 2 mois de trésor et tu paniques. Mais bien sûr qu'on les a tous eu, ces moments-là. De stress, fatigue. On les a évidemment eus, même parfois à renvoyer des gens que tu n'avais pas envie de renvoyer parce que tu t'es attaché à eux, mais tu n'as pas le choix. Enfin, on a eu tous ces problèmes-là, on les a tous eus. Mais aucun vraiment qui nous a profondément remis en question sur ce qu'on faisait. Parce qu'on est 4 associés très différents, et ça c'est l'avantage, et c'est pour ça que je pousse autant les gens à entreprendre s'ils veulent faire des gros projets, ou si en tout cas ils veulent être entre guillemets légendaires. Tu peux rien faire de gros et d'incroyable tout seul. Et surtout aussi pour les moments difficiles de quand tu vas pas bien, en fait les autres sont là pour tenir la baraque, te réconforter, te remonter le moral, te donner un autre avis si tu te trompes. Et c'est une force qui est tellement puissante, la force du collectif. C'est un truc que qui nous apporte, qui compte beaucoup pour nous au Crayon, qui est nos principales valeurs. Le collectif, le fait de réunir les gens. Et c'est pour ça que ça marche, je pense, aussi vite et entre guillemets bien pour l'instant, là où ça en est depuis 4 ans, parce que quand tu es vraiment un bon socle solide d'une vraie équipe de foot, c'est compliqué de te détruire, en fait. Parce que complètement. Vous êtes un vrai bloc uni, avec des gens différents, qui se remettent très souvent en question, qui bossent. On fait tous des erreurs, mais en fait, quand tu es plusieurs, les erreurs, elles t'apprends vite, donc en fait, tous les temps de temps, t'en fais plein, mais du coup, tu progresses, et donc c'est sympa. Et surtout, en fait, t'oses surtout plus facilement prendre des risques, parce que tu te dis au cas où, il y a les trois autres. Il y a les autres, donc au pire, c'est pas grave. Alors que tout seul, peut-être que tu prendrais pas du tout le risque. Et l'association avec ton frère, parce que ça, c'est un sujet, j'ai connu ça aussi quand ta famille
Est-ce que du coup, le ramener à la maison, c'est toujours le sujet, il n'y a pas de pause, quoi. Est-ce que vous arrivez quand même Il n'y a à... pas de pause. Ouais. Il n'y a pas de pause, c'est-à-dire qu'en plus, Valran, je suis extrêmement proche de lui. C'est comme un jumeau. Bon, on a 4 ans d'écart, mais c'est comme un jumeau. Et en fait, c'est-à-dire qu'on se voit toute la journée. On sort ensemble les week-ends parce qu'on a une bonne bande d'amis en commun avec lesquels on aime sortir. On passe nos vacances ensemble. Donc, comment te dire que là, tu vois, il était parti 10 jours à Miami en congé. Je crois que je ne sais même plus depuis quand je ne l'avais pas vu depuis 10 jours. Enfin, on a eu un espace de temps de 10 jours où on ne s'était pas vu. Ah oui, d'accord. Pour te dire, tellement on se voit tout le temps. Et en fait, on s'en lâche jamais. On se lâche jamais l'un de l'autre. Et c'est vrai que du coup, ça fait quand on est en famille, bah ouais, par contre, ça décroche jamais. Ouais. Mais c'est sympa. Alors, le surligneur et le pinceau arrivent, donc vous avez 3 entités. Comment vous répartissez les tâches? Ça s'est fait naturellement aussi. Il y a un leader, c'est 4 cofondateurs. Au début, on a un peu touché un peu à tout, donc on a très vite trouvé les zones où on était profondément meilleurs que les autres et sur lesquelles on devait continuer à progresser. Jules et moi, c'est carrément le sales, c'est le côté vraiment trouver les clients, etc. Donc c'était logique qu'on gère les 2 business units qui rapportent le plus d'argent. Antonin est très créatif et beaucoup moins business que nous, donc c'était logique qu'il gère le média, la vision médiatique. Et Valran a vraiment ce côté entrepreneur au sens bâtisseur et littéral du terme, c'est-à-dire que Valran, il serait milliardaire, il développerait 5-6 projets par an. Donc il a beaucoup plus ce rôle d'entrepreneur que de chef d'entreprise proprement parlé. Donc c'était parfait que lui, il n'ait pas d'équipe directe à gérer et qu'il gère vraiment la vision et le développement. D'accord. Valran ne gère aucune business unit. Là en ce moment, évidemment, il gère les Pépites de France qu'on a rachetées parce que fallait qu'on trouve une DG. Donc je l'ai aidé à trouver une DG, les équipes, machin, le recrutement. Donc il gère tout ça. Mais à la base, Valran, il est fait pour gérer le demain du crayon plus que le aujourd'hui. Et donc c'était parfait qu'on ait chacun un peu trouvé nos zones de génie là-dessus. Et après, naturellement, c'est construire nos équipes. On a 2 bras droits, une qui gère l'opérationnel des 2 agences et l'autre qui gère l'opérationnel du média, qui s'appelle Mathilde et Manon, qui sont là depuis vraiment 2-3 ans maintenant. Et sans elle, on n'en serait pas du tout là aujourd'hui. Et en fait, elle gère vraiment le côté opérationnel, qui est un truc que moi, je trouve infernal à faire. J'ai très peu de patience avec les trucs qui mettent trop de temps à faire. Ça m'énerve très vite. C'est un de mes petits défauts. Et d'avoir des filles qui sont aussi fortes opérationnellement et qui en plus adorent ça, c'est génial parce que du coup, j'ai pas à manager directement mon équipe. Moi, je manage ma bras droit qui manage l'équipe et je la laisse faire un maximum parce qu'elle est très douée. Et j'ai vraiment ce mode management à l'américaine de je te laisse faire, je te fais confiance, voici les objectifs, gère. Par contre, si tu as le moindre problème ou la moindre question, je serai là. Ouais. Et ce qui fait qu'en fait, elle ose prendre des risques beaucoup plus facilement parce qu'elle sait que s'il y a une merde, elle m'appelle, je vais jamais l'ennuyer, je serai là et voilà. Et ça marche bien comme ça. Et globalement, donc là, vous êtes tous les 4 sur une équipe de combien à ce moment-là? Là, à ce moment-là, à la création, on avait pas mal de petits stagiaires. Je sais pas, on devait être, je sais pas, 7, tu vois, 8. Ouais, c'est... Mais de stagiaires, tu vois, c'était déjà de 2 mois, c'était pas des trucs... Ouais, d'accord. C'était pas les trucs les plus importants. Et quand est-ce que vous avez basculé justement dans le recrutement le vrai? Tu sais, celui où il y a l'URSSAF, tout ça. Ça devait être il y a 2... Ouais, c'était à 2 ans, 2 ans et demi. D'accord. 2 ans et 2 ans et demi, ouais. Donc vous recrutez des personnes, toujours pas de BP, toujours pas de prévision. On commence un peu à en faire. Ah là, ça commence. Ouais, on commence à en faire, mais c'est hyper approximatif parce que de toute façon, l'entrepreneuriat... Sur 3 mois dans l'entrepreneuriat, t'as l'impression que c'est une vie d'un être humain normal. Donc, ça c'est sûr. Tout change très vite, surtout quand une boîte est aussi jeune. Ouais. Tu peux faire des pivots stratégiques ou autres. Donc, on en faisait pour se rassurer et pour essayer d'être des entrepreneurs normaux. Mais en fait, c'était pas souvent hyper réaliste. Ça l'est de plus en plus parce que t'affines, tu commences à faire des OKR, tu développes des trucs Notion, des trucs Slack, enfin, des trucs classiques d'entreprise, quoi. Et après, t'apprends à avoir des process de plus en plus pour que ce soit carré. Ouais, donc tu deviens une entreprise, quoi. Ouais, c'est ça. Tu apprends à devenir une entreprise. Avec tous les trucs chiants que ça comporte. Et c'est quoi justement les trucs chiants pour toi? L'administratif. Ouais. C'est le plus gros pain d'un être humain. Ouais. Genre pour moi, c'est le plus gros pain de l'être humain, c'est l'administratif, et le plus gros pain des entreprises, c'est le RH. Mais c'est vrai, c'est-à-dire que moi, tu veux trouver un mec qui me la meilleure solution, la plus pratique pour m'enlever mes problèmes d'administratif ou de RH, mais je serais prêt à payer n'importe quel prix pour ça. Je comprends même pas que dans un pays comme la France, ça n'existe pas. C'est-à-dire que, tu vois, mais juste quand tu demandes aux employés leur carte vitale, numéro de sécurité sociale, même eux les ont pas, ils doivent les retrouver, ils ont pas au bout de 3 mois. Enfin, c'est un truc, mais t'as envie de te tirer une balle. Ça rend dingue. Ouais. Ça rend dingue. Et ça, c'était un des trucs les plus chiants quand tu crées. C'est surtout très chronophage et ça n'apporte rien. Et ça te tend, mais très vite. Ouais.
Après, non, après, tu as des erreurs de recrutement, qui est un truc qui est très chiant. Tu fais une entreprise, que tu as du mal à savoir ou non quel bon profil, comment bien gérer un recrutement ou pas. C'est le problème de l'humain, ça. Hein. Ça, c'est le truc le plus compliqué quand tu as un chef d'entreprise, c'est ça. Et donc, vous avez eu beaucoup de problématiques sur les recrutements? Non, parce qu'on a la chance d'être une boîte qui est très visible et qui est, entre guillemets, sexy, parce qu'on est un jeune média qui marche bien, les locaux sont sympas, l'équipe est top, donc en fait, t'es pas une boîte dans les fils électriques, donc en fait, ça motive beaucoup plus de gens à aller bosser chez toi. Mais trouver des très bons profils, généralement, il faut les démarcher. Ou c'est des amis ou des amis de gens qui bossent très bien dans ta boîte, que eux-mêmes te recommandent. D'accord, ouais. Mais c'est rare de trouver des très bons profils lambda qui sont sur le marché du travail. C'est très rare. Et donc, en fait, les bons profils, ils sont normalement embauchés. C'est le principe. Et donc là, croissance encore plus. Donc là, on est carrément en ascension directe. Levée de fonds. Ouais, alors on a voulu lever parce qu'à la base, c'était en janvier dernier, à la base, qu'on s'est posé la question. Parce qu'on avait un fonds qui est venu nous voir en nous disant « Écoutez, je connais tel média qui veulent se revendre, est-ce que ça vous intéresse ?» Et à ce moment-là, on se posait à peine les questions de devenir un groupe média. Et forcément, avec Valorant, on est très opportunité, sans être trop défocus, qui est plus le défaut de Valorant que le mien. Mais c'est vrai qu'on avait très envie de se développer en tant que groupe média, de racheter des médias et de leur développer. C'était un autre truc on savait le faire pour le Crayon, on avait de l'argent, on était rentable, on avait des employés, c'était le moment. On avait pris nos nouveaux locaux, enfin des vrais bons locaux, on travaillait plus chez moi ou chez ma mère, et ce qui faisait du bien. Et en fait, le fonds nous a dit, tel média revend, est-ce que vous voulez racheter? On a dit, ok, bah go, alors il faut qu'on lève des fonds pour faire de la croissance externe, on va racheter, etc. Et plus ça mettait du temps à se faire, machin, on a commencé à réaliser qu'en fait, le média qu'on voulait racheter, c'est pas celui-là qu'on voulait racheter, mais un autre. Ah ouais? Parce qu'on avait une proposition d'un autre média, du coup, qui était Les Pépites de France, où l'un des deux fondateurs s'appelle Lucas, qui est un de nos potes, et donc c'est grâce à lui qu'on a su qu'il se vendait, et quand on a vu le truc, et combien il le vendait, mais c'était juste évident qu'il fallait racheter le truc. Et du coup, l'autre, on voulait plus le racheter parce qu'on a réalisé que c'était très difficile à monétiser. Ça allait être très difficile à monétiser, contrairement à ce qu'on pensait. Donc, on n'a pas voulu racheter l'autre. Et donc, finalement, on s'est dit, tiens, on va lever avec ce fonds-là pour acheter les Pépites de France. D'accord. C'est le truc. Ok. Et en fait, finalement, moi, j'ai pas voulu lever, c'était genre fin juin. Ouais. C'était Valorant et Julie qui se sont vachement occupés de la levée. Moi, je voulais exprès garder un œil externe parce que je voulais rester très lucide là-dessus et pas trop être dedans et me dire, tiens, vu que j'ai passé trop de temps dedans, je vais facilement dire oui à des trucs parce que j'en ai juste marre et je veux que ça se fasse et pas me dire que j'aurais passé autant de temps pour rien. Ouais. Et on va dire, pour que tu comprennes en termes de profil, en termes de business et de négo ou de vraiment, quand je dis business, c'est vraiment le côté commercial négo, on va dire que c'est peut-être plus moi la plus calée naturellement là-dedans. En revanche, en termes de vision, typiquement, c'était plus un Valorant, tu vois. Et donc, moi, justement, je faisais exprès d'être lucide là-dessus. Et à un moment, je disais aux garçons, écoutez, on va pas lever avec le fond. On s'entend très bien avec eux, il n'y a pas de problème, etc. Juste, moi, les conditions, ça me convient pas. On n'a pas fait tout ça pour, en fait, se retrouver même avec des petites clauses. On n'a pas fait tout ça pour se retrouver avec des trucs qu'on n'a pas le droit de faire. Ouais. Moi, ma liberté, c'est le truc le plus important pour moi. Je refuse qu'on lève auprès d'un fonds où, en fait, même si tu n'avais aucune restriction de ouf, c'est classique, il y a des trucs avec des fonds. Mais rien que ça m'allait pas. D'accord. Donc, je dis aux garçons, vous savez quoi? Je vais écrire à Xavier Niel. Ok. J'ai écrit à Xavier Niel. Ok. Et il m'a répondu qu'il voulait investir 200 000. Ok. Et là, j'étais... Mais pourquoi, du coup, tu penses que c'était plus... Parce qu'en fait, plus on a vivant décidé finalement de... Enfin, moi, je me suis dit, on va pas lever avec un fonds. Alors, je me suis rappelé qu'il y avait plein de potes dans l'entrepreneuriat qui ont leur boîte, qui nous avaient dit, si un jour vous levez avec des BA, vous m'écrivez, je mettrai un ticket. Je me suis dit, je vais envoyer un email à Xavier Niel. Ok. Donc, un jour, on se dit, tiens, on va pas lever avec le fonds. Le lendemain, Xavier Niel me répond qu'il veut investir. Ascenseur émotionnel, parce que du coup, on était en mode, putain, on va pas lever avec eux. Ça veut dire qu'on renonce aux Pépites de France. On était un peu déprimés, on n'en pouvait plus, on était fatigués. Le lendemain, Valorant était en call. Je reçois l'email de Xavier Niel. J'étais en mode, what the fuck? Je montre à Valorant. Valorant qui lâche son téléphone, genre choqué. Parce qu'en fait, il faut comprendre tout le concept de la veille, on était lessivés, un peu déprimés, tristes. Qu'est-ce qu'on fait en pleine hésitation? T'as peur de regretter des choix qui sont déterminants pour ton entreprise. C'est en mode, qu'est-ce que tu fais? Et le lendemain, t'as juste un mec que je respecte énormément, que j'admire beaucoup, qui est un entrepreneur qui est hyper connu en France, qui a fait vachement avancer les choses, qui t'explique qu'il va investir dans ta boîte. Moi, je cours voir Antonin, je me gamelle dans le couloir, je me fais hyper mal, mais sur le coup, je le sens pas parce que j'en ai juste rien à faire, tu vois. Je saute dans les bras d'Antonin avec vraiment, j'avais une larme aux yeux parce que t'es tendu, quoi. Tu vois, en mode, putain, il y a Niel qui a investi et tout, on n'en venait pas, on gueulait partout, tout le monde est en mode, qu'est-ce qui se passe? Sur le coup, on disait rien à l'équipe parce qu'on voulait pas, tant que c'est pas signé, tu dis rien, tu dis pas, tu vois.
Donc voilà, on revient avec le boom, on dit avec les garçons, on se dit ok, bah alors là, opération, on contacte tous les entrepreneurs qu'on connaît, qu'on aimerait avoir en termes de BA, etc. machin. Donc en fait, moi j'écris, tu vois, Andrea Ben Saïd, Jérémy Bendayan, Alexandre, le fondateur de Tudigo. Enfin vraiment, on se met à écrire à tous les gens de l'écosystème qu'on connaît, etc. Mais certains qu'on voulait, on n'a pas écrit au pif. C'était vraiment que des entrepreneurs spécifiques et tout type de gens. Parce qu'on s'est dit, le crayon, c'est tout le monde. Donc, à la fois le fondateur de Mime, tu vois, qu'on a un investisseur, comme un Xavier Niel, comme en fait un David Layani, on voulait vraiment de tout, parce que c'est ça le crayon, en fait. Et en fait, ça nous paraissait plus... Et en fait, du coup, en 3 semaines, un mois, on a levé genre 1 million. Ça allait très vite. Et en fait, on est revenu voir le fonds en leur disant, écoutez, nous, on veut vous avoir, parce qu'en fait, franchement, c'est des gens qu'on respecte énormément, on s'entendait vraiment bien avec eux, c'était pas eux le problème, c'était juste que, voilà, moi, je voulais pas qu'on se sente restreint. Donc, on leur a dit, écoutez, nous, on veut vous avoir dans l'aventure avec nous. En plus, le client, c'est tout le monde, c'est tous les bords politiques, c'est tout type d'investisseurs, donc on vous veut, etc. Mais du coup, c'est à nos conditions et c'est telle somme. Et ils ont dit, OK, tu vois. Ouais, parce que tu avais la contrepartie. Et qu'ils n'avaient pas le choix. Et que quand tu étais en position de force. C'est ce qu'il faut. Exactement. Et c'était pas vraiment fait exprès. En plus, on s'est dit, au pire des cas, ils nous diront non, bah, c'est pas grave. Et donc, on était en position de force, effectivement. Et en fait, à la fin, bah, on a eu un peu tout ce qu'on voulait, ce qui était assez hallucinant. Et donc, c'était parfait parce que ça nous représentait, en fait, avec beaucoup de réflexion, on s'est derrière, on s'est dit, mais c'est tellement mieux parce que c'est ça le crayon, quoi. C'est pas un fonds qui est représenté par quelqu'un d'un bord ou d'un autre. C'est des gens différents dans plein d'industries différentes. Et puis, on a pu après racheter le média, ça a été plus compliqué de racheter un média que de lever des fonds, ce qui peut paraître bizarre. Mais parce qu'en fait, quand tu lèves des fonds et que tu as un média, quand tu es rentable, tu es en pleine croissance, tu as des abonnés, et tu es très communication publique et que tu sais bien le faire, c'est pas si compliqué de lever. Parce que les médias, les gens, soit ils investissent parce qu'ils savent que en fait, un média, ça peut se valoriser très cher, très vite. Parce que tu ne valorises pas ça en fonction d'un EBITDA, mais en fonction de l'image de marque et du nombre d'abonnés. Donc en fait, les prix peuvent monter à des sommes astronomiques, mais disproportionnées. Ça vaudra toujours 10 fois plus qu'une agence, qu'un cabinet, que ce que tu veux. Donc, mais qui est quand même lié à la personne. C'est-à-dire que quand tu vends, si vous êtes non, si tu désincarnes, c'est pas dérangeant. Ah oui, voilà. C'est pas forcément dérangeant, c'est pour ça. Oui, Hugo Descripts, good luck pour lui de le revendre. Typiquement, ça, je suis d'accord. Mais nous, ça va parce on se désincarne beaucoup. Et c'est là où, en fait, du coup, soit les gens se disent, bon, j'ai investi, et de toute façon, bah, c'est un média, ça prendra bien, là. Ou alors les gens juste qui veulent investir dans un média parce que c'est peut-être le seul truc qui leur manque en termes de branche d'investissement, qu'il n'y a pas beaucoup de médias digitaux, et les médias traditionnels, tu n'investis pas dedans parce que c'est déjà des sommes où ça appartient déjà tellement de groupes que... Donc voilà, donc c'est un truc, c'est facile là-dessus quand tu te construis en public et que tu es dans cette industrie des médias. Et puis après, le rachat, par contre, tu vois, c'est de la négo, c'est être sûr qu'ils ne vendent pas à d'autres gens, c'est respecter les bons timings, mais en fait, tu as toujours un truc qui manque parce qu'il y a un document par-ci, un document par-là, et puis tu as les avocats qui sont en congé, puis toi, tu es en congé, puis... Et ça, c'est ce qui fait qu'on a eu un été crevant parce qu'on était en congé, mais en fait, en faisant des calls en congé, quoi. Avec un truc où tu n'es pas sûr que ça va arriver, alors que tu as envie de l'avoir, que tu y crois, qu'il y a des retards qui ne sont pas de ta faute, qui sont liés à l'administration en France, mais juste toi, tu peux rien, mais le mec en face qui veut vendre, donc il est énervé, et inversement. Et... Enfin, c'est des classiques négo, tu vois. Mais tout s'est très bien fini, en très bon terme avec tout le monde est content, dans le meilleur des mondes. Enfin, c'était... Et du coup, on a officiellement racheté le truc et levé les fonds officiellement, on va dire début septembre, tu vois. Bien sûr. On a mis un peu de temps à le communiquer, on a mis 1 mois à le communiquer parce qu'on voulait bien le faire, mais en fait, on s'est dit, on s'en fout, on communique sur LinkedIn. Et après, il y a eu la presse qui s'est jetée dessus, mais voilà. Donc, une belle ascension qui continue. Alors, on a quand même les axes des autres qui se stabilisent. Ouais, alors, parce qu'en fait, je voulais faire en croissance, mais j'avais déjà fait le trait. Tout est déjà en croissance. Alors, parce qu'en fait, justement, les réseaux sociaux, on s'est un peu arrêté pendant... Parce qu'en fait, on s'est tous lancés sur Insta très vite. Jules et moi, on a pris genre 100 000 abonnés très vite sur Insta. Moi, j'ai arrêté pendant 1 an Insta où je publiais quasiment plus parce que je me suis concentrée sur LinkedIn, où j'ai très vite pris sur LinkedIn aussi. Et là, j'ai recommencé Insta il y a 1 mois où j'ai vite pris. Et Jules, pareil, a vite pris sur Insta. Antonin a vite pris sur... Antonin a recommencé Insta. Valran, moins, lui, tu plus continue à faire LinkedIn et YouTube, tu vois. Mais parce qu'en fait, on a pris quelqu'un, parce qu'en fait, on n'avait juste pas le temps de le faire. On a pris quelqu'un pour gérer nos personal branding en termes de montage vidéo. Et ça change tout, parce que du coup, on a le temps de... Tu vois, j'ai le temps de me développer mon LinkedIn et mon Insta en même temps. Les gars sont pareils, donc là, j'ai mis un truc stabilisant parce qu'en fait, on a repris, donc ça se stabilise et c'est normal et ça continue sa croisière. Mais après, avec les réseaux, ça peut péter comme... Donc pour toi, c'est une aventure pour une première entreprise J'ai pas le bon mot, c'est un mélange de crevant, passionnant, excitant. Challengeant parce que tu apprends un nombre de choses et tu n'as pas le choix d'apprendre des choses.
mais crevant. Là, je suis crevée, c'est pour ça que je parle autant d'ailleurs, parce que je suis épuisée quand je suis fatiguée, je parle. Donc bon, mais non, c'est incroyable. Moi, j'aurais pas pu rêver d'avoir un meilleur quotidien aujourd'hui. Ouais. Ça, c'est sûr. C'est vous amuser, en même temps vous apprenez, en même temps vous partagez. Bah, pour le résumer en une phrase, on a une vie professionnelle qui est beaucoup plus excitante qu'une vie personnelle, là où normalement la majorité des gens, c'est l'inverse. Ouais. Et on t'apprend toute ta vie que c'est l'inverse. On t'apprend toute ta vie que tu préféreras tes week-ends à tes semaines. Ouais. Que tu vas être très heureux le vendredi soir et déprimé le dimanche soir. Que t'attends qu'une chose, c'est les vacances scolaires. Et bah... Et vous, c'est l'inverse. Ouais. Merci beaucoup. Merci à toi. Désolée pour ce début de parole, je suis non, pas écoute, le soir en fait. C'est une super belle aventure, une super belle expérience que tu nous as partagée là. Bah, merci à toi en tout cas. Je t'invite à signer ton ticket. Ça va, il y a valider que t'es passé. Pas trop eu de looping, ni trop de turbulence. Merci à toi. Bah, merci à toi. Et merci à vous tous, chers auditeurs. J'espère que cet épisode vous a plu, plein de rebondissements. Vous pouvez partager, liker, commenter et on se retrouve. Vous abonner. Oui. Pour la soutenir. Ça me fait toujours plaisir. Merci Sixtine. Merci. Merci à tous. Salut.